Bonjour Julien Gravel et merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, dans le dossier Québec, l'idée est de te montrer les personnes qui étaient parties au Québec ou venues du Québec. Vous êtes parti au Québec, vous êtes originaire de Franche-Comté Oui, tout à et fait. quelles ont été les motivations, le but pour partir au Québec et en plus, si je ne m'abuse, dans le Nord. Oui, ben, en fait, tout d'abord, bonjour. Effectivement, c'est le Moyen-Nord, hein, Moyen-Nord québécois. Quand on parle du nord du Québec, souvent, on parle de la région habitée. Donc, je suis au nord de la région habitée, mais il reste encore beaucoup de territoire au nord, hein. Fait que pour se rendre jusqu'au Nunavik, qui est la partie inuite du Québec, à vol d'oiseau, il reste encore au moins 1000 kilomètres. Fait que oui, moi, je suis venu ici parce que j'avais un peu plus d'une vingtaine d'années et puis je cherchais des opportunités professionnelles, surtout des opportunités professionnelles qui sont un peu différentes des jobs que je pouvais éventuellement trouver à l'époque, qui étaient plus des jobs de bureau ou autre. Donc, moi, je suis venu travailler dans le traîneau à chiens. Au début, ça devait être une expérience de quelques mois, et puis finalement, de permis de travail en permis de travail, je suis resté, et puis ça fait à peu près 14 ans que je suis ici. Là, excusez-moi, beaucoup plus que ça maintenant. 2006 à maintenant, oh, 15 ans, ça fait 15 15 ans. ans, 15, 16 ans. Et donc, installé toujours au même endroit, vous êtes arrivé directement dans cet endroit, donc au Moyen-Nord, vous êtes passé Quasiment. par les grandes villes. Non, mais en fait, j'avais trouvé un premier stage qui était dans une région qu'on appelle la Beauce. Donc, la Beauce, c'est dans le sud, c'est près des lignes américaines. Mm. Donc, c'est une région qui est connue pour son conservatisme et puis c'est aussi une région qui est connue pour son esprit d'entrepreneuriat. Fait qu'au Québec, c'est vraiment la réputation des Beaucerons. Et puis, c'est pas nécessairement un milieu dans lequel je me suis beaucoup plu. Fait qu'avec ma conjointe, on est resté au bout d'un mois, on est parti. Et puis, on est venu s'installer donc au nord du lac Saint-Jean, qui est beaucoup plus loin. Et puis, c'est une région, là où j'habite, c'est une région qui vit essentiellement de la foresterie. Euh, c'est un petit village qui fait à peu près 1000 habitants. Et puis, c'est le dernier village sur la route. C'est-à-dire qu'au nord de chez moi, puisque moi, je n'habite pas dans le village, mais un peu au nord du village, au nord de chez moi, c'est les grandes voies de débardage, donc des routes qui montent sur 300 km et puis qui sont essentiellement empruntées par des fardiers qui descendent les Mm. grumes de la forêt. Et c'est toute cette ambiance, le voyage, les rencontres, peut-être qui vous ont donné envie d'écrire, ou est-ce que cette envie d'écrire est bien plus précoce? Moi, j'ai toujours aimé écrire. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé écrire, même si j'étais plutôt un piètre élève pendant très longtemps. J'avais quand même déjà ce goût de l'écriture. Et puis, moi, j'ai grandi dans un quartier, en fait, dans un quartier. C'est ce qu'on appelle les quartiers en France, hein, les UP. Et puis, la notion de témoignage, un peu de ce qu'on vivait, de ce quartier dont on dit plein de choses à la télé qui ne sont pas toujours vraies, hein. On le dépeint soit comme un espace de chaos absolu, soit avec une espèce de mythologie, des mouvements communautaires ou autres. En fait, Mm. c'est un milieu de vie comme un autre. Et puis, je pense qu'on avait un peu cette envie, enfin, j'avais cette envie d'écrire sur mon quartier quand j'étais jeune. Puis, je ne l'ai jamais fait. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai eu l'espèce de même sentiment d'appartenir à un milieu dont on ne parle pas beaucoup. Quand on parle du Québec, on ne parle pas nécessairement de ces petites communautés de région, hein. Le mot région au Québec, c'est un peu péjoratif. Donc, ces petites communautés de région. Et puis, j'avais Ici envie. aussi, on dit province maintenant. Ouais, d'accord. C'est un peu comme province en France, effectivement. Mais en France, c'est quand même une acceptation du mot Mm. région qui est très positive, hein. C'est les terroirs, etc. Nous, on n'a pas nécessairement ça ici. Fait que les régions, c'est pas nécessairement, surtout éloignées comme la mienne, c'est pas nécessairement des lieux dont on entend beaucoup parler. Et puis, j'avais envie de parler un peu de là où j'habite, quoi. Et donc, c'est vraiment un roman. Donc, ce roman, les Cowboys sont fatigués, pardon, publié aux éditions du Seuil. Euh, la première inspiration, c'est vraiment le territoire. Donc, c'est ancré dans ce territoire que vous avez découvert il y a 15 ans maintenant. Oui, tout à fait. Puis moi, je fais pas que du polar, hein. Moi, je publie des essais. J'ai aussi publié des livres de fiction qui ne sont pas des romans noirs. Mais une des raisons qui m'attire naturellement vers le roman noir, c'est la notion d'ancrage référentiel, hein. Pour dire autrement, c'est le fait que dans les romans noirs, souvent, il y a une description assez réaliste des lieux où vivent les gens. Et puis, c'est porteur d'un certain regard presque un peu sociologique sur les milieux. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis j'ajouterais peut-être la touche environnementale parce que je trouve que c'est important aujourd'hui, avec ce qu'on vit au niveau environnemental aussi, d'avoir des personnages qui sont
dans le territoire. C'est pas nécessairement dans une espèce d'espace sauvage comme ça, un peu abstrait, puis porteur de toutes sortes de mythologies, mais des personnages qui ont vraiment les deux pieds dans la neige, qui ont vraiment les deux pieds dans la boue, des fois, c'est de la boue, et puis qui regardent là où ils vivent, et puis qui sont capables de créer un lieu tel que le personnage arrive à le ressentir, et puis dans lequel il s'incarne finalement. Donc je m'inspire beaucoup de ça. Et ce qui est étonnant, c'est que le petit village, ce territoire dans lequel vous vous êtes installé, ou que plutôt qui est décrit dans le roman, c'est un petit village quand même qui vit du commerce amphétamine, euh, qui paraît vraiment très, très décalé, parce qu'en fait, c'est pas juste la marche, comme vous décriviez ce que vous avez vécu dans votre jeunesse, la banlieue, ce qui est en dehors des centres-villes, c'est tout le village qui est intégré dans ce commerce finalement et dans ces deals. Oui, ben là, c'est la partie un peu mythologique, c'est-à-dire que moi, j'ai inventé un petit village juste au nord de Girardin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces villages-là, ils ont été créés, tous les villages de la région ont été créés entre 1880 et 1920. Donc, c'était le début de la colonisation. Les gens venaient, prenaient un lot de bois, s'installaient. Puis, il y a eu des ébauches de municipalités qui sont éventuellement mortes-nées. Et puis, dans ces villages-là, ben, surtout le mien, c'est un village qui se distingue par un esprit assez conservateur. Les gens sont très, très tournés vers la famille, le travail. Donc, ouais, avec tout ce qu'on imagine un peu des régions comme ça. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect des milieux à la fois criminalisés. C'est moins le cas aujourd'hui, mais ça l'était Mm. beaucoup précédemment. Et puis les milieux aussi qu'on pourrait qualifier un peu de hippies, ce qu'on appelle les communes au Québec, qui ont aussi fait la vie de ces villages-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé qu'il y avait on va dire un groupement de maisons qui s'était constitué en municipalité qui finalement n'a pas vu le jour. Et puis dans ce regroupement de maisons-là, la proportion entre gens à l'esprit plutôt conservateur, orientés vers le travail, et puis des gens qui ont un mode qu'on qualifierait plutôt d'alternatif, est un peu débalancée. C'est-à-dire que là-bas, c'est plutôt les motards ou les milieux criminalisés qui ont le dessus, qui sont une réalité régionale. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Mais le Canada en entier, et le Québec aussi, ne déroge pas à la règle, sont des lieux où la production de drogue de synthèse est quand même assez importante. On est un exportateur de drogue de synthèse. Donc, c'est une réalité qu'on a. Moi, je suis travailleur social actuellement. Dans certains milieux, tout le monde a déjà consommé de la pinette, ce qu'on appelle la pinette, de l'amphétamine. Maintenant, c'est la méthamphétamine qui prend un peu le Mm. dessus. Il y a d'autres sortes de consommation, mais il faut comprendre que la consommation chez nous, elle a comme deux sources. C'est dans les milieux, donc je disais, un peu alternatifs, où ça se vend, où ça se crée, mais c'est aussi dans les milieux de travailleurs, parce que quand on travaille 70 heures, 80 heures semaine, ben, on va chercher volontiers un petit remontant. Fait que, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle la consommation de performance. Donc, c'est pour ça aussi que dans nos milieux, on a beaucoup de gens qui consomment. Et puis, je me suis laissé dire que dans les milieux très éloignés, je pense à Fort McMurray, en Alberta ou autre Mm. chose, c'est vraiment un problème qui est très, très endémique. Mm. Et là, donc, il y a le personnage principal qui est un Français, Rosie. Mhm. Et lui, il arrive, c'est pas un hasard si vous avez construit ce personnage, puisqu'il va avoir quand même un regard un petit peu décalé sur cette Mhm. communauté, même s'il va pouvoir s'y inscrire assez facilement. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur son parcours sans dévoiler? Ben oui, tout à fait. On comprend assez rapidement que Rosie est venu se planquer en fait au Québec. Donc Rosie, c'est un gars qui a une formation de chimiste, donc il va être recruté assez rapidement pour fabriquer de la drogue de synthèse. Et puis ce personnage-là, il a volé une identité. Alors ça, Mm. c'est vraiment, c'est une idée qui m'a été donnée par un client slovène quand je guidais, qui m'a raconté une histoire assez incroyable. Mais quand on connaît un peu la gestion de l'administration au Canada jusqu'à très récemment, c'est pas si surprenant que ça. Lui, ce qu'il se disait en Slovénie, à l'époque où il voulait immigrer au Canada, ce qu'il n'a pas fait parce qu'il est tombé amoureux en chemin sur la route de Paris, il a rencontré une fille, il est resté. Mais ce qu'il se disait en Slovénie, ce qui l'avait encouragé à traverser puis à aller jusqu'à Paris pour prendre l'avion et venir au Québec, c'est qu'il suffisait d'aller trouver une tombe d'un enfant autochtone pour réclamer ses papiers d'identité. Donc, effectivement, il y avait des gens qui mouraient, ça arrivait, des enfants. Et puis, faut comprendre que c'est vraiment un imbroglio administratif au Québec et au Canada en général à cause de la loi sur les Indiens. Enfin, il y a des choses assez compliquées qui m'ont fait penser que finalement, c'est peut-être pas impossible son histoire. Fait que je m'en suis servi pour créer donc un personnage qui va voler une identité et qui va trouver un nouveau mode de vie au Québec, mais qui se refait un peu rattraper par son passé
à cause d'un événement qui est dans l'histoire, mais Mm. aussi de manière générale parce que c'est un gars qui avait des idéaux par le passé. Puis visiblement, il a vécu quelques décennies en oubliant ses idéaux. Puis je pense qu'au travers de l'image de Rosie, c'est un peu la condition immigrante, parce que Mm. quand on est, que ce soit un Français au Canada ou n'importe qui en réalité, euh, on y va parce qu'on espère quelque chose, puis on laisse des choses derrière nous, et puis la vie faisant, ben, à un moment donné, se pose la question de savoir est-ce qu'on est toujours bien dans ce projet-là. C'est peut-être un petit aparté un peu politique, mais je suis toujours effaré de voir à quel point on dépeint les immigrants comme des gens qui prennent la solution de facilité. C'est déjà pas facile d'immigrer quand on prend un avion, mais alors quand on prend un bateau au milieu de la Méditerranée, c'est encore moins facile. Je pense que l'immigration, c'est quand même quelque chose qui dénote déjà un certain courage, et puis qui pose des questions pour les gens qui vont les poursuivre après toute leur vie, là. Lui, il s'en pose pas mal et il s'en pose d'autant plus que d'avoir usurpé une identité, ça lui fait rencontrer une mère fictive donc, et c'est un très beau personnage aussi. Alors Cheryl, qui est une Mhm. Amérindienne, c'est comme ça, le nom est correct, Amérindienne, On dit autochtone aujourd'hui, mais personne ne vous embête autochtone, pas, c'est amérindienne. d'accord. Et donc Cheryl, on la voit très très peu. On la voit arriver plutôt à la fin. Et elle, il lui arrivait de drôles de choses. Et après que le roman, après que Les Cowboys sont fatigués soit sorti, nous, on a entendu en France parler de scandales et de choses qui lui sont arrivées finalement à Cheryl, à cette Mhm. autochtone. C'est-à-dire Oui. ces disparitions, ces viols. Mhm. C'est quelque chose qui dure depuis des années apparemment. Oui, tout à fait. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. C'est plutôt les présomptions de mon personnage. Mais effectivement, il s'appuie sur une réalité ben, d'ailleurs, j'ai le livre par là, qui est décrite par Emmanuel Walter dans Les Sœurs volées. Tiens, voilà. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes qui disparaissent, des femmes autochtones, hein. Donc, euh, les disparitions de femmes, malheureusement, c'est quand même quelque chose qui est assez courant en Amérique, mais il y a quelque chose qui est un peu particulier avec les autochtones, contrairement aux jeunes filles blondes de classe moyenne qui décident de fuguer un jour, c'est qu'on les cherche assez peu. On les cherche assez peu à cause des stéréotypes qui nous collent à la peau, notamment donc, ce qu'explique Emmanuel Walter, c'est que souvent les policiers vont mettre 24, 48 heures, 72 heures à s'en occuper. Ils disent ah, elle est en train de cuver son alcool quelque part, elle va ressortir. Donc, on part du principe qu'effectivement, si c'est une autochtone, qu'elle est manquante, c'est probablement parce qu'elle a consommé. Donc, on ne la cherche pas. Et puis, quand on sait que ça prend 24 heures, les 24 premières heures sont cruciales pour retrouver quelqu'un, eh ben, ça fait des enquêtes qui sont totalement bâclées et on a plusieurs milliers de femmes autochtones qui ont disparu corps et bien dans cet immense pays qui s'étend sur 5 fuseaux horaires, qu'est le Canada, avec des réseaux, parce que le Canada a une grande tradition de prostitution. C'est aussi quelque chose qu'on imagine assez peu, mais apparemment, il y a plus de bars de danseuses, de bars de massage, enfin, des endroits où il y a des prostituées, il y en a plus sur l'île de Montréal que dans l'État de New York. Fait que c'est quand même quelque chose qui est qui est une réalité très, très, très canadienne aussi. Je suis désolé de casser le mythe un peu du Canada. C'est un très beau pays, hein, mais il y a des zones d'ombre comme tout pays. Et puis donc ces femmes-là disparaissent dans l'immensité canadienne. Peut-être qu'elles sont tuées d'ailleurs, on ne le sait pas, mais on ne les a jamais retrouvées. Donc ça fait autant de familles qui sont endeuillées dans un contexte où il y a déjà beaucoup de deuil de ces communautés-là autour des enfants qui avaient été volés par les pensionnats et qui ont aussi disparu. Fait que ça fait beaucoup de gens manquants en fait dans les communautés autochtones, puis ça fait beaucoup de drames, beaucoup de deuil. Donc c'est un sujet dont on parle plus, sans doute pas encore assez, et puis qui va probablement nécessiter que le pays passe par un examen de conscience qui risque d'être douloureux, mais là c'est commencé présentement, donc on va voir où ça nous mène. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de personnages, dès qu'ils viennent de l'extérieur, dès qu'ils sont du petit village. Et ce qu'on ressent tout le temps, c'est la douleur des familles qui sont dans ce petit village et qui, à chaque fois, disent à un moment donné, mais on n'est rien, nous, on n'existe pas. C'est vrai de Mhm, Cheryl, c'est vrai de Rosie, puisqu'il se cache derrière une fausse identité, et c'est vrai du petit village. C'est peut-être mhm, vrai même de certaines personnes qui font du trafic. En fait, vous parlez beaucoup de gens qui n'ont plus l'impression d'exister. Et on mhm. dirait que c'est un des sujets du roman. Oui, ben c'est un sujet du roman, puis je pense que c'est quand même un sujet aussi qui est assez récurrent dans les romans noirs, parce que comme je disais tantôt,
Dans le roman noir, on a souvent un peu l'envie d'aller regarder dans les coins un peu plus sombres de la société, et puis c'est un peu le coin des oubliés. Donc, c'est quelque chose qui est très présent dans mon roman. Sans doute moins dans mon village, mais quand même, on a régulièrement des hommes politiques qui préconisent de fermer les routes qui se mènent à certaines régions parce qu'ils trouvent que c'est trop d'argent de les entretenir. Fait que c'est quelque chose de très confrontant de se dire, bah, nous, on habite là, on vit ici, on a fait nos vies, et puis il y a des gens qui pensent que finalement, bah, on coûte trop cher, quoi. Alors que c'est des régions aux ressources, parce que c'est des régions qui amènent beaucoup, beaucoup de bois. Donc ça, c'est quand même un vécu qui est assez général. Et puis sans doute qu'en France, moi, ça fait longtemps que je ne vis plus en France, mais sans doute qu'on aurait le même vécu dans certains territoires un peu Mm. oubliés. Que ce soit d'ailleurs les banlieues, Ben, on parle beaucoup des trains. Nous, par exemple. c'est pas les routes, mais c'est les trains dont on arrête certains trajets et des territoires qui sont complètement oubliés, effectivement. Et puis, tout à fait, puis ça, c'est des choses un peu qu'on vit ici aussi, hein. Il y a toujours cette espèce de menace latente de dire on va arrêter d'investir sur vos territoires, alors que c'est des milieux de vie. C'est pas des capitales, il y a pas nécessairement des opéras, des théâtres, mais c'est quand même des lieux où les gens vivent. Et puis, aussi bien pour les communautés autochtones que pour les gens dans les régions, je pense que c'est une réalité que de se sentir comme ça un peu oublié et puis un peu exclu des grandes discussions sur l'avenir de la société. Alors, il y avait la question par écrit de la langue, parce que le Ouais. langage, nous, on va dire que c'est savoureux, parce Mm. que c'est vrai que les tabernacles et autres langages très québécois, pour nous, ça nous paraît un petit peu exotique. Mais en fait, Mm. quand on vous entend, vous avez totalement maintenant pris l'accent, j'allais dire du Québec, mais apparemment, c'est encore un accent particulier, des locutions particulières d'une petite région. Oui, bah c'est l'accent janois. Puis je ne peux pas dire que je l'ai vraiment. Souvent, on me demande si je suis québécois en France, et puis on me demande si je suis français au Québec, parce que je suis un peu entre les deux. Donc, il y a des intonations et des choses qui ressortent parce que, bah, à force de parler avec des gens d'ici, ça nous vient. Puis moi, dans la langue, la langue de mon roman, j'avais vraiment envie de, euh, c'est pas du cosmétique, hein, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi d'avoir une langue qui colle au lieu dans lequel se déroule l'histoire. Si un jour, ça n'arrivera jamais, mais si je décidais d'écrire sur Marseille, j'irais chercher un peu la manière dont parlent les gens de Marseille. Ça serait sans doute beaucoup plus artificiel parce que n'habitant pas là-bas, n'étant pas imprégné par la langue, je ne le ferais pas, mais quelque part, il y a quelque chose qui me paraît d'absolument toc dans le fait de faire une langue, d'écrire un récit sur un territoire et de ne pas incarner ce territoire-là jusque dans la langue. C'est quelque chose qui me paraît évident. Souvent, la manière dont on pense est liée aussi à la manière dont on parle, ça va ensemble. Et puis, quand on regarde un petit peu au Québec, une chose parmi d'autres qui est frappante, c'est à quel point il y a peu, enfin, là, au Québec, au Lac-Saint-Jean, il y a Voilà. très peu de marqueurs de classe sociale dans le parler. Il y a des gens qui ont des grandes responsabilités, que ce soit politiques ou économiques, et qui parlent comme des charretiers, des fois, beaucoup de sacs, etc., comme des gars qui vont être dans la rue. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont de milieux beaucoup plus éduqués avec un vieux fond conservateur religieux qui s'empêcheront d'avoir un quelconque mot vulgaire et compagnie, mais ces manières de parler, c'est pas quelque chose qui est discriminant du point de vue des classes sociales comme en France, alors qu'en France, c'est très évident qu'on ne parle pas pareil en banlieue, dans les centres-villes, etc. Fait qu'il y a un rapport dans la langue qui est beaucoup plus égalitariste au Québec, et ça je trouve que c'est quand même intéressant. Et puis, Mm. je voulais incarner ce genre de rapport particulier à la langue dans mon roman. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement forcé. J'ai été attentif pendant la période d'écriture à m'imprégner davantage de ce que j'entendais. Puis j'ai simplement mis ça dans mon roman. Et donc, l'histoire du manuscrit, est-ce que vous êtes passé déjà, il y a quand même une belle production au Québec, il y a des romans noirs, il y a des éditeurs. Est-ce que vous l'avez d'abord présenté à des éditeurs québécois ou est-ce que vous êtes directement adressé à des éditeurs français? Alors moi, c'était un roman du Québec pour le Québec dans ma tête. Fait que je suis allé avec Le Merc, qui avait publié mon précédent roman, Mm. qui est une grande maison d'édition, une noble maison d'édition au Québec, qui édite Michel Tremblay ou Mouchdi Wawad, des gens comme ça. Euh, Fait que ils ont une toute petite collection au niveau noir. Il y a quelques auteurs. Il y a notamment Anne-Raymond Ah, Gazaille, qui vraiment. d'ailleurs passe beaucoup de temps à Marseille et qui est édité aussi en France. Ouais, Donc qui moi, est c'est édité aux vraiment éditions de l'Aube.
De l'Aube. Ben, au Québec, elle est éditée chez Noméac. Fait que Mm. j'ai fait mon roman avec Noméac et eux se sont chargés de trouver un partenaire pour distribuer en France. Ce qui m'a beaucoup étonné à cause de la langue. Je pensais premièrement que ça allait faire obstacle. Ça n'a pas été le cas. Le seuil était intéressé. Et puis, je pensais qu'ils me demanderaient sans doute de changer quelques mots, glisser un peu le texte. Et ils ne l'ont pas demandé non plus. Ils n'ont même pas mis de notes de bas de page, sauf pour les acronymes ou des réalités peut-être plus administratives, ce qui était quand même un pari, parce que je pense que ça doit agacer certains lecteurs, lectrices, mais je trouve que c'est une manière aussi de respecter la francophonie et de respecter le fait que les langues sont Mm. multiples en francophonie. Fait que j'étais touché qu'ils le fassent, et puis je trouve ça très bien. Ben, je donne mon avis personnel, c'est une belle réussite. Enfin, il y a la narration. Le titre le laisse à penser dès le début. Les cow-boys sont fatigués. Il y a cette idée continuelle de nature writing et donc forcément, quelque part, c'est l'aboutissement d'un western finalement. Il y a des Mhm. scènes qui sont construites effectivement comme des bagarres ou des choses comme ça et on n'imagine pas forcément que ce soit en 2022. Oui, effectivement. Puis c'est sûr que les liens avec le western sont évidents, mais ce n'était pas nécessairement le projet de départ. Je n'avais pas cherché nécessairement un lien avec le western, mais c'était un lien qui s'est imposé de soi, tout simplement parce que moi, j'habite sur une frontière. Donc, ce n'est pas une frontière géopolitique, c'est une frontière de territoire. C'est-à-dire que moi, j'habite à la limite de ce qu'on appelle la colonisation en termes de créer un habitat domestique, rural, etc. Après, c'est la forêt. Et puis là où est mon personnage, il est à côté de la scierie Mm. au nord de Gérardville, et puis là, on est déjà dans le bois. Donc, il y a cette notion d'habiter sur une démarcation entre deux espaces très différents, l'espace municipal, de l'autre côté, ce qu'on appelle au Québec les territoires non organisés, les TNO. Ben ça, de fait, même sans avoir l'intention au départ d'écrire un western, ça s'est imposé de soi, c'est évident. Le fait aussi que ça soit dans un milieu de banditisme, ça a amené une touche western en plus. Et puis moi, dans la vie, je suis intervenant en centre de ressources pour hommes depuis 5 ans, presque 5 ans. Et puis je travaille beaucoup sur la violence masculine. Donc on a un programme de prévention de la violence conjugale notamment, mais pas seulement. Puis je suis aussi dans toute cette réflexion sur la masculinité, le rapport à la violence, et puis la figure du cow-boy, le cow-boy qui Mm. initie énormément les modes d'accession traditionnels à la masculinité, l'affirmation de soi, la brutalité parfois, etc. Eh bien, aller chercher des figures de cow-boy, c'était aussi intéressant parce que ça me permettait de parler de ça. Parce qu'une des mécaniques du texte, c'est que Rosy, lui, il a du mal à se faire à ce milieu hyper viril où on règle les problèmes à coups de poing. Parce que lui, Mais d'un autre côté, il est un peu, lui, le lonesome cowboy. oui, Il se dresse un peu, lui, tout seul contre les autres à des moments. oui, C'est tout un à peu fait. le cowboy solitaire, comme on l'a dans le mythe des grands westerns, qu'il soit d'ailleurs écrit ou en film. Oui. Il peut, il avance son chemin avec ses idées et effectivement ses idéaux qui petit à petit le rattrapent au fur et à mesure Mhm. de votre récit. Mais il est un peu gaffeur dans sa démarche parce que ça marche pas aussi bien que ce qu'il avait prévu. C'est-à-dire que quand il essaye de s'imposer, notamment dans les bagarres, ça lui réussit pas toujours là. C'est parce que c'est quelqu'un qui se rappelle de ses convictions, qui essaye de s'affirmer, qui prend des risques. Tu sais, c'est quelqu'un qui voit naître une forme de courage qu'il a connu précédemment. Mais c'est pas, c'est le Lonesome Cowboy, mais c'est pas nécessairement lui Ah, qui il fait la. réussit. Oui, c'est-à-dire qu'il ne va pas dessouder tout le monde très vite comme ça. Et puis c'est Ouais. intéressant parce que ça nous montre ses failles, puisqu'en fait, tous vos Mhm. personnages, y compris les plus, entre guillemets, tough guys, puisqu'il y a beaucoup de franglais Mhm. dans le parler du lac Saint-Jean, mais il y a beaucoup aussi de petits passages où on montre les failles de chacun des personnages. Chacun et chacune des personnages ont des failles et vous aimez à les creuser finalement. Mhm. Bah oui, tout à fait. Puis c'est une réalité. Moi, je travaille avec des gars, des fois, qui ont déjà eu des condamnations pour 25 ans de prison, hein, la peine la plus longue qu'on peut avoir au Québec. Et puis, ils en ont des failles aussi, là. Ça Mm. n'existe pas, quelqu'un qui n'a pas de faille. Fait Et que le moi, roman je noir travaille est avec là. ça.
Ouais, c'est ça. Je voulais pas rentrer avec des personnages que moi, maintenant, je juge caricaturaux. C'est des personnages sans faille. En réalité, Mm. ça existe assez peu. Ou ceux qu'on n'en pas, souvent, c'est parce qu'il y a d'autres enjeux avec des traits de personnalité assez peu désirables en arrière. La plupart des gens ont des failles. L'immense majorité des gens ont des failles. Même les gens qui paraissent extrêmement durs. Fait que je trouvais ça important de travailler là-dessus. Et puis lui, sa faille, il la regarde en face parce que il a des traits un peu dépressifs des fois, mon personnage. Mm. Et donc, premier roman noir, est-ce qu'il y en a un autre qui est en train? Ou ça Oui, vous a ben moi, donné envie de suivre ce sillon, ce tracé? bah, moi, le genre noir, ça a toujours été un genre qui m'a touché. Moi, je lis de manière très diversifiée. Je sais qu'il y a des auteurs de romans policiers, de romans noirs qui sont des vrais addicts, qui lisent que ça. Moi, je lis et j'écris de manière beaucoup plus diversifiée. Et puis, mais c'est un genre qui me plaît énormément, qui me plaît pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, le côté ancrage référentiel. Mais c'est aussi parce que je trouve que c'est souvent de la littérature intelligente. On parlait par exemple des failles. Ben, souvent, dans les romans noirs, on va assumer beaucoup plus les failles des personnages que dans le roman policier classique, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans le noir. Et puis, pour moi, ça a été vraiment un mouvement naturel d'aller vers le roman noir parce que dans mon précédent bouquin, qui était un recueil de nouvelles, il y avait déjà clairement la thématique noire qui s'était imposée. Même mon premier livre qui s'appelle Ntassinan, qui parle de la région, qui n'est pas du tout un roman noir dans la forme, c'est un livre qui a déjà été chroniqué par des sites spécialisés en roman noir, comme Nyctalope. Fait que il y a quelque chose d'assez naturel dans la manière pour moi d'aller vers les romans noirs. Effectivement, j'ai des manuscrits, mais j'ai aussi d'autres projets qui m'attirent parce que j'ai aussi des essais. Après, il y en a un qui marche plutôt bien en ce moment. Fait que moi, je passe beaucoup de temps à écrire et puis voilà, j'y vais un peu selon les goûts. C'est sûr que moi, le roman noir, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers sortir un peu de la traque. Donc, les cowboys sont fatigués, c'est ce qu'on Mm. appelle un country noir, hein, dans la tradition de Woodrell, par exemple, d'aller chercher des romans, des romans noirs, mais qui se passent dans de nouveaux territoires qui sont assez peu exploités par le roman noir. Moi, je vais continuer avec ce genre de choses. Déjà, je vais écrire sur mon milieu, donc ça sera nécessairement plutôt du country noir qu'autre chose. Et puis, si je peux jouer un peu avec les codes, je vais le faire parce que c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. J'écris essentiellement pour m'amuser, fait que je vais continuer dans cette veine-là. C'est le côté ludique de l'écrivain de romans noirs. Et Ouais, c'est vrai qu'au Québec, autant bah, vous avez évoqué Daniel Oudrel, on a quand même dans pratiquement toutes les régions des États-Unis de grands auteurs qui se servent de ces territoires, dans les Appalaches, enfin, dans plein d'endroits. Au Québec, il me semble qu'il y en a moins. Et donc, Mhm. c'est intéressant de se rendre compte que c'est quelqu'un qui a émigré, qui est là depuis 15 16 ans, qui Bah oui. ouvre les yeux sur ces territoires et qui a envie de partager une vision noire, justement. Ouais. Puis il y en a d'autres auteurs, là, récemment, j'ai des amis donc, qui ont publié un bouquin qui s'appelle Territoire de Trappe, donc, on pourrait le qualifier de roman noir, presque un petit peu gore des fois, qui se passe dans un passé relativement récent, autour de trappeurs qui amènent du bois. Il y a quelque chose qui naît là-dessus, puis je suis assez content que mon bouquin se soit fait remarquer, parce que, il y avait peut-être un peu la notion d'un territoire littéraire un peu oublié, finalement. L'idée qu'on peut faire des Tout à fait. romans noirs comme ça, en région. Moi, j'ai pas beaucoup d'exemples, effectivement. Il y a un petit livre là, auquel je pense, Samuel Archibald, qui était un premier essai là-dessus. Mais j'ai pas beaucoup d'exemples de romans noirs qui investissent vraiment le territoire au Mm. Québec. Au Québec. Alors, il y en a un nouveau, Roxane Bouchard, qui vient OK. de paraître sur la baie des Chaleurs. Et OK. j'ai découvert donc un petit territoire de pêcheurs, une petite anse, et où la mer fait beaucoup de ravages. Là, c'est plus du tout les bois, les forêts, c'est le bord de mer et l'océan qui prend beaucoup de vie. Et c'est très intéressant. Ah ben, je Voilà. regarde ça. Il y a aussi Phil Toshiba qui avait fait, qui a fait des romans, dont certains se rapprochent quand même tranquillement du roman noir, qui a beaucoup de succès actuellement. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je n'ai pas beaucoup d'exemples dans la littérature Mm. des 20 dernières années au Québec, mais je lis. Je ne suis pas nécessairement un très très grand lecteur. Moi, je lis une quinzaine de livres et c'est compris dans l'année. Fait qu'il me manque peut-être des bouts aussi de littérature québécoise. Il faudra aller voir plus proche. Mais quand j'ai cherché, j'en ai pas vraiment trouvé. Bon, en tout cas, nous, on est très contents de vous avoir découvert. Julien Merci. Gravel, merci beaucoup. Et puis, au grand plaisir de vous relire, de continuer à lire vos prochains romans. Ce sera un grand Ben, merci plaisir. pour votre invitation. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.